Nous sommes en 1992. Le Japon produit 32 000 $ de richesse par habitant. C'est le deuxième pays le plus riche au monde par habitant, devant les États-Unis. Nous sommes désormais en 2024 et chaque Japonais produit toujours 32 000 $. Sauf qu'aujourd'hui, ce score place le Japon à la 36e place du classement mondial. Depuis 3 décennies, le soleil levant est figé à l'horizon. Alors comment une superpuissance économique peut-elle se laisser mourir à petit feu ? Laissez-moi vous conter l'histoire du pays qui s'était brûlé les ailes. Louis-san est un franco-japonais. Sa chaîne YouTube compte 1,5 million d'abonnés. Je lui ai donc demandé de m'aider à mieux comprendre comment les Japonais vivent dans la stagnation économique, mais aussi comment leur manière de vivre influence cette stagnation. À l'international, le Japon incarne une forme de perfection. C'est un pays dans lequel tradition et modernité cohabitent dans une surprenante harmonie. Les cerisiers bourgeonnent dans des rues immaculées qui mêlent temples millénaires et gratte-ciel modernes. La culture japonaise fait également partie intégrante de notre culture populaire. Avec un taux d'emploi de près de 62%, le Japon est nettement au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Seuls 2,5% des Japonais sont au chômage, et pour cause, dans la culture, ne pas travailler est une honte sociale. Même un emploi précaire vaut mieux que pas d'emploi du tout. Un Japonais vit en moyenne 84,7 ans. La santé est universelle, l'alimentation locale est saine et les traditions sont structurantes. Par exemple, la pratique du hara-hachibu stipule qu'on doit arrêter de manger lorsqu'on est rassasié à 80%. La criminalité est aussi quasi inexistante. Le taux d'homicide est de 0,2 pour 100 000 habitants. C'est 6 fois moins qu'en France. Sécurité, premier point, c'est hallucinant. Je vais à la salle en trottinette électrique, je la dépose au parking, tout le monde me voit la déposer, je pars à la salle 1 heure, je pourrais partir 2 jours, qu'elle serait toujours dehors, tu vois. En bref, la carte postale est idyllique. Pourtant, en 2025, l'Inde dépasse le Japon au classement des économies mondiales. Après 35 ans de promesses non tenues et des plans de relance échoués, les investisseurs ont cessé de croire au renouveau japonais. La dette publique représente aujourd'hui 237% du PIB, c'est 2 fois plus que le niveau français. À travers le monde, aucun pays n'est aussi endetté que le Japon. Comme les investisseurs ne veulent plus prêter au Japon, la banque centrale locale prend le relais. La Bank of Japan possède près de la moitié de la dette souveraine. Le problème, c'est que cette même Bank of Japan imprime des yens afin d'acheter la dette de son propre gouvernement. Elle ne s'arrête pas là. Pour soutenir l'économie et les marchés, la BOJ achète 7% du marché actions japonais, toujours avec de la monnaie qui la veille n'existait pas. Une banque centrale est censée être un établissement neutre qui gère la monnaie nationale, pas le plus gros actionnaire du pays. C'est un peu comme si un arbitre de foot devenait propriétaire d'une des équipes. Cette situation, c'est tout simplement du jamais vu dans une économie développée. En 2024, le pays a enregistré 686 000 naissances pour 1,6 million de décès. C'est un record historique qui est battu tous les ans. Les projections prédisent une chute de 30% de la population d'ici 2070. Concrètement, cela représente 39 millions de Japonais en moins. Des chercheurs de l'université de Tohoku ont même lancé une horloge démographique. D'après leurs prédictions, il ne restera plus qu'un seul enfant de moins de 14 ans dans tout le pays d'ici 2720. Pourtant, il y a à peine 40 ans, le monde entier s'attendait à passer sous la domination japonaise. Jusqu'à la fin des années 80, il y avait une sorte de le Japon est dans le futur. Ils avaient des téléphones à clapet ultra développés pour l'époque. Il y avait des voitures où littéralement tu avais une manette dans ta voiture pour contrôler les différentes fonctionnalités. Ça fait très rétro-futuriste aujourd'hui. C'est un peu la vision du futur qu'on a dans les années 80. En 1982, Ridley Scott sort Blade Runner. L'action se déroule à Los Angeles en 2019. Les enseignes sont en japonais. Des publicités géantes montrent des geishas. À l'époque, imaginer le futur, c'est imaginer un monde dominé par Keiretsu, des conglomérats japonais. Si tu regardes chez les Yakuza, t'avais des leaders giga charismatiques qui ont fait monter les business de fous furieux dans tous les sens. À la fin des années 80, le Japon est la 2e économie mondiale. Partout, on entend le slogan « Nihon Ichiban », le Japon numéro 1. Dans le top 10 des plus grandes entreprises mondiales, 8 sont japonaises. Même constat du côté des banques. À elle seule, la firme Nomura vaut autant que toutes les grandes banques de Wall Street réunies. Le Japon représente 16% de l'économie mondiale et 45% du MSCI World, l'indice boursier qui suit la performance des entreprises du monde développé. Le PIB par habitant japonais dépasse celui des Américains de 10%. Le terrain d'à peine 3,4 km² du palais impérial de Tokyo vaut plus que tout le parc immobilier californien. Mais ces prix sont-ils justifiés ? Les Japonais sont bien trop occupés à s'enrichir pour se poser cette question. Ils ne se contentent pas de dominer chez eux, ils achètent aussi le monde. Mitsubishi achète le Rockefeller Center à New York. Sony s'offre Columbia Pictures.
Grâce à son énorme excédent commercial, le pays accumule des dollars qui dorment. Afin de les faire travailler, le Japon achète massivement des bons du Trésor américain, les titres de dette émis par le gouvernement pour financer son déficit. Cela prend une telle proportion que le Japon devient le principal créancier des États-Unis. Les responsables américains parlent alors de menaces japonaises et d'invasion économique. Pourtant, le vice-gouverneur de la Bank of Japan lui déclare que l'économie japonaise est comme du bois sec qui pourrait s'enflammer à tout moment. Sa mise en garde est ignorée. Si les Japonais s'enorgueillent autant de leur succès, c'est qu'à peine 40 ans plus tôt, ils faisaient face à la plus grande catastrophe de l'histoire de l'humanité. Pour le Japon, le bilan de la Seconde Guerre mondiale est brutal. 3 millions de Japonais perdus et 40% des logements détruits. Les usines, les infrastructures, la flotte marchande, rien n'a survécu. La population est traumatisée et affamée. Le Haji, la honte, atteint son paroxysme. Pour un Japonais, le Haji correspond au déshonneur ultime, celui d'avoir perdu la face sous le regard du monde entier. De l'autre côté du Pacifique, les Américains sont terrifiés. Malgré leur victoire totale, le communisme progresse en Asie. Alors, rapidement, le Japon est occupé. The United States Army has come to know Japan well in recent years. In war, in occupation, and finally in partnership. Washington a besoin d'une success story capitaliste en Asie. L'objectif est de servir de phare face aux risques communistes considérés comme existentiels. Les Américains imposent alors des réformes profondes. Ils suppriment par exemple les zaibatsu. Ce sont des conglomérats familiaux géants qui contrôlent des pans entiers de l'économie japonaise. Une seule famille peut posséder des banques, des usines, des mines. En disant stop puis en redistribuant les terres aux paysans, les Américains créent une nouvelle classe moyenne dans le pays. Pour soutenir sa compétitivité, ils maintiennent également le cours du yen artificiellement bas. Les produits japonais deviennent alors extrêmement bon marché pour les consommateurs américains. Quand la guerre de Corée éclate en 1950, le Japon s'impose comme le choix évident pour devenir la base industrielle des forces américaines. Du jour au lendemain, les usines japonaises tournent à plein régime et l'argent américain coule à flot. Le Japon passe d'un pays détruit et occupé à un pays qui produit, exporte et accumule des devises. C'est grâce à cet afflux de commandes que le Japon a pu finir de reconstruire son industrie. Les zaibatsu démantelés renaissent sous une nouvelle forme, les keiretsu. Mais cette fois, ce n'est plus une famille qui possède tout, c'est un groupe d'entreprises qui se possèdent les unes les autres. Concrètement, Toyota ou Mitsubishi détiennent des parts de leurs fournisseurs. Ces fournisseurs détiennent en retour des parts de Toyota et de Mitsubishi. Au centre du groupe, il y a une banque qui, elle, prête à tout le monde. Ce système rend les achats hostiles impossibles et force un soutien mutuel. Si un membre va mal, les autres membres vont mal, alors l'entraide s'impose. Ce filet de sécurité est une innovation ingénieuse et nécessaire, mais il comporte également un risque caché, faible mais existant. Si l'entraide échoue et que plus d'un membre coule, alors tout le monde coule ensemble. Tout comme le risque des keiretsu, les frais de votre assurance vie, de votre PER ou de vos produits d'investissement sont souvent cachés. Le problème, c'est qu'ils grignotent votre performance en silence, année après année. Sur Finari, nous scannons vos contrats et nous vous révélons ces frais en quelques secondes. Une fois que vous avez l'information, vous allez voir le manque à gagner qu'engendrent vos frais. Plusieurs options s'offrent à vous. Fermer le contrat, renégocier ou partir vers un contrat moins chargé en frais. Le lien du scanner de frais est dans la description. Assez parlé de Finari, retournons au Japon. En parallèle de la nouvelle solidarité Keiretsu, la Banque du Japon invente le Window Guidance. Ce sont des quotas de prêts dictés à chaque banque. Concrètement, la BOJ contrôle où les banques commerciales vont investir leur argent. Ce système est entièrement officieux, mais au Japon, il serait impensable pour un dirigeant de banque de désobéir à la banque centrale. Laisser le marché décider aurait dispersé le capital dans une multitude de secteurs. Le Japon choisit de se concentrer sur quelques industries stratégiques, l'acier, l'automobile et la construction navale. C'est une forme douce de dirigisme économique. Il n'y a pas de nationalisation, mais l'État exerce tout de même un contrôle sur les flux de capitaux. Puis vient le Kaizen, une philosophie de production née chez Toyota dans les années 50. Chaque employé, peu importe son rang, doit constamment proposer de petites améliorations à son poste de travail. L'objectif n'est pas de causer une révolution, mais d'accumuler des milliers de petites optimisations quotidiennes. Grâce au Kaizen, les Japonais ne se sont pas contentés de copier les Américains, ils sont devenus meilleurs. Enfin, le Ministry of International Trade and Industry lance une deuxième stratégie, le high-tech, high-quality. Paradoxalement, la base industrielle détruite pendant la guerre représente un avantage insoupçonné. Le Japon peut repartir de zéro en implémentant dès le début les meilleures technologies mondiales. Les JO de Tokyo en 1964 servent de vitrine au monde et le Shinkansen, le TGV japonais, est inauguré pour l'occasion. Tout cela mis bout à bout permet, de 1960 à 1975, à l'économie japonaise de multiplier son PIB par 11.
c'est le Nihon no Kiseki, le miracle japonais. Ce miracle, c'est la population qui en jouit en premier. 60% des Japonais sont propriétaires dans leur logement. La classe moyenne compte près de 100 millions de personnes. C'est dans ce climat d'euphorie et d'optimisme qu'est survenue la crise qui a tué le pays. L'industrie automobile américaine est vaincue par Toyota et Honda. Les téléviseurs américains sont remplacés par Sony, leurs motos par Kawasaki. Le déficit commercial avec le Japon se creuse année après année. En septembre 85, les ministres des Finances du G5 se réunissent à l'Hôtel Plaza de New York. Les Américains veulent faire remonter le yen pour affaiblir les exportations japonaises. Le Japon sait que cet accord va nuire à son économie. Pourtant, le Japon accepte. Le pays veut à tout prix éviter une guerre commerciale car il dépend du parapluie militaire américain. Ce parapluie lui permet notamment de se protéger de l'URSS et de la Chine. Sans armée significative depuis 1945, dire non à Washington est un luxe que le Japon ne peut pas s'acheter. En 2 ans, le yen double presque en valeur par rapport au dollar. Une voiture japonaise qui coûtait 4 200 $ pour un Américain en coûte soudain 7 800. Les lois du marché agissent alors sur les consommateurs américains qui se tournent vers d'autres marques. Face à l'extrême ralentissement, la Banque du Japon doit diviser par 2 les taux d'intérêt, de 5 à 2,5%. Les taux les plus bas au monde pour l'époque. L'objectif, en théorie, est de relancer l'industrie et la consommation. Mais en pratique, l'argent n'est pas allé dans l'économie réelle. L'argent bon marché s'est déversé là où les rendements semblaient presque infinis, l'immobilier et la bourse. Quand tout le monde achète des terrains, les prix montent, ce qui encourage plus d'emprunts et fait encore monter les prix. Nissan fait désormais plus d'argent en spéculation financière qu'en fabriquant des voitures. Les banques, elles, prêtent pour acheter des terrains et demandent en garantie d'autres terrains. Concrètement, elles prêtent contre des actifs, mais la valeur de ces actifs est gonflée par leurs propres prêts. C'est le serpent qui se mord la queue. En parallèle, le window guidance est moins exigeant qu'auparavant. Les banques suivent donc leurs intérêts et continuent d'inonder le marché de crédit. Personne ne veut être celui qui arrête la fête, et dans la culture japonaise, aller contre le consensus est tout simplement impensable. Exprimer, on va dire, un avis de base au Japon, un avis politique déjà, on ne le fait pas. On peut débattre de sujets politiques extrêmement deep en France en ne connaissant même pas la personne en face. Alors qu'au Japon, c'est vraiment inenvisageable. J'ai envie de dire, la politique, c'est presque comme la religion, c'est quelque chose qu'on est censé garder pour soi. Si le seiken, l'opinion collective, dit que tout va bien, alors tout va bien. En mai 1989, la Banque du Japon est contrainte à monter les taux pour contenir l'économie en surchauffe, de 2,5% à 3,25%, puis 4,25%, puis 6% en août 90. En parallèle, le ministère des Finances impose un plafond sur les prêts immobiliers. Le problème, c'est que la fin des crédits faciles réduit drastiquement le nombre d'acheteurs. Sans demande, vous l'aurez deviné, les prix s'effondrent. Entre 1990 et 1992, le Nikkei, l'indice japonais, perd 56% de sa valeur. C'est plus de 4 000 milliards de dollars de valeurs boursières qui sont effacées en moins de 2 ans. Le Japon entre alors dans la spirale de la déflation, la chute des prix. Cette spirale a la redoutable réputation d'encourager le comportement parfaitement opposé à celui qui pourrait l'arrêter. Dit plus simplement, comme les consommateurs anticipent que les prix vont baisser, ils attendent pour acheter. Résultat, les entreprises vendent moins, investissent moins, licencient et les revenus diminuent. Du fait de cette baisse de revenus, les dettes deviennent plus lourdes à rembourser. Les individus sont donc contraints de réduire encore plus leur consommation, et ainsi de suite. La BOJ tente de baisser les taux en 1991, mais c'est déjà trop tard. Les banques japonaises sont noyées sous les créances douteuses. Ce sont des prêts que les emprunteurs ne rembourseront probablement jamais. Au total, près de 20% de tout l'encours de crédit ne sera pas remboursé. Normalement, les banques auraient dû reconnaître ces pertes et faire faillite. Leur effondrement aurait effacé l'ardoise et malgré la souffrance à court terme, l'économie aurait pu redémarrer sur des bases saines. Mais le système financier japonais veut garder la face. On préfère laisser vivre les banques pourries de l'intérieur plutôt que d'admettre un effondrement. Ces zombie banks maintenus artificiellement en vie font s'enliser l'économie dans un cycle d'inefficacité. Concrètement, la banque accorde un nouveau crédit à l'entreprise en faillite, uniquement pour qu'elle puisse payer les intérêts de sa dette précédente. C'est une boucle infernale. On maquille une perte certaine en un nouvel actif et on prive les entreprises innovantes de tout financement. En 1997, une crise financière continentale frappe l'Asie dans sa globalité. Les banques japonaises, déjà fragilisées, vont vaciller. Une panique bancaire s'empare du pays et des files se forment devant les guichets. Les taux directeurs de la Banque centrale sont déjà à zéro. La BOJ n'a plus de munitions. Au total, ce sont 7 établissements majeurs qui vont partir au tapis. Parmi elles, Yamaichi. C'est l'équivalent japonais de la faillite de Lehman Brothers, le géant bancaire américain qui a précipité le monde dans la crise de 2008.
Son PDG, Shohei Nozawa, pleure en direct à la télévision en disant que les employés n'y sont pour rien. En 2001, la BOJ est contrainte d'inventer une nouvelle arme, l'assouplissement quantitatif. En achetant des obligations, des titres de dette, elle injecte de la liquidité dans le système financier. Problème, la méthode stabilise les banques, mais ne relance pas la croissance. L'argent reste dans le système financier au lieu d'aller dans l'économie réelle. En 2012, le Premier ministre Shinzo Abe lance les Abenomics, un plan qui repose sur 3 piliers. Taux négatif, achat massif d'actifs, dépenses gouvernementales. Imaginez être propriétaire d'un appartement, mais c'est vous qui payez votre locataire pour qu'il vive dans votre bien. C'est exactement ce qui se passe dans un environnement de taux négatif. Si vous prêtez 100 € à l'État, il vous rendra 95 € l'année suivante. Vous avez payé pour prêter. Malgré ce plan ambitieux, et plus de 20 ans après la crise, les prix n'augmentent pas. Les entreprises reçoivent de l'argent, mais au lieu d'investir ou d'augmenter les salaires, elles gardent en réserve, traumatisées par le crash de 1990. Après 2 décennies de déflation, les Japonais s'attendent à ce que les prix restent stables. Ils ne demandent pas d'augmentation. Les entreprises n'augmentent donc pas les prix, donc la déflation continue. Dans les entreprises japonaises, l'ancienneté prime sur le mérite. Elles en viennent à préférer garder leurs employés, même quand ils n'ont rien à faire, quitte à leur inventer du travail inutile. Créer une entreprise est devenu un risque inacceptable face au salariat qui offre la sécurité. Dans la culture japonaise, le salaryman évoque cet employé qui voue une loyauté absolue à son entreprise. En échange, il obtient la garantie de l'emploi à vie. Un des potes qui est dans une situation très particulière, il a travaillé dans ce qu'on appelle une black company. En gros, c'est des sociétés qui abusent totalement de leurs salariés et pour leur donner des horaires pas possibles, faire de ce qu'on appelle du power-hara, donc du power harassment. Il s'est retrouvé démoli. Il me disait qu'il fallait que je sois au bureau à 6h et je quittais à 22, 23. Personne ne veut se risquer à entreprendre dans une économie qui ne croit pas. Mais quand personne ne prend des risques, l'innovation meurt à petit feu. Les employés japonais, ils sont terrifiés à l'idée de prendre des décisions sans consulter le patron. La prise d'initiative au Japon, elle est catastrophique. Si c'est pas écrit noir sur blanc dans leur processus, il faudra vérifier avec le patron pour être sûr. Parce que s'ils font autre chose, ils peuvent se faire engueuler. En gros, ils n'ont jamais pris de décision de leur vie quasiment, donc du coup, on fait comme d'habitude. On suit ce qui a toujours été fait. Malgré la crise, dans les années 2000, le terme gadget japonais était encore un synonyme de technologie de pointe. Aujourd'hui, gadget japonais rime avec regroupement inutile de fonctions dans un appareil peu pratique. En Europe ou aux États-Unis, une telle stagnation économique aurait sans doute provoqué des manifestations. Mais au Japon, les gens acceptent sans se plaindre. Pour comprendre ce paradoxe, il faut remonter aux fondements de la culture du pays. De nombreuses personnes décident de se couper totalement du monde extérieur et parfois pendant des décennies. Au Japon, cela s'appelle les hikikomori. La pression sociale est si écrasante que ces personnes préfèrent disparaître plutôt que d'affronter la honte de ne pas réussir. Selon les chiffres officiels, ils sont plus de 1,4 million. Mais la réalité est probablement pire. La moitié sont âgés de 15 à 39 ans et l'autre de 40 à 64 ans. Le profil est souvent le même, majoritairement des hommes, issus de la génération qui a grandi pendant les décennies perdues. Ils ne travaillent pas, n'étudient pas, ne se socialisent pas et vivent chez leurs parents vieillissants. Certains n'ont pas quitté leur chambre depuis 10, 20, voire 30 ans. Les hikikomori sont l'extrême, mais ils révèlent une tendance beaucoup plus large. Les jeunes japonais ne veulent plus des carrières de leurs parents. Ils ont vu leur père sacrifier leur santé et leur famille pour des entreprises qui n'ont pas tenu leurs promesses de croissance. De plus en plus de japonais ne veulent pas se marier ni avoir d'enfants. Ils invoquent les pressions économiques, le coût de la vie ou encore les heures de travail. De ce que j'observe, en fait, oui, ils rejettent le modèle de leurs parents jusqu'à 30 ans. J'ai vraiment cette image des Japonais qui, jusqu'à 30 ans, veulent changer le monde, veulent faire différemment, veulent vraiment veulent changer les processus, etc. Et passé 30 ans, s'ils n'ont pas réussi vraiment foncièrement dans leur structure, hop, on se range dans la case et on fait comme tout le monde. J'ai eu une amie japonaise où ça a été ça. C'est littéralement, tu fais ce que tu veux, mais attention, si à 30 ans, t'es pas marié, tu reviens au pays et on te marie et on remet tout dans les rails. Au Japon, élever un enfant coûte cher et la culture impose aux mères de quitter leur emploi. C'est un sacrifice que beaucoup refusent désormais de faire. Le gouvernement a tout essayé, crèches, congés parentaux, incitations financières, rien ne fonctionne. Le problème est avant tout culturel. Personne n'a le temps de faire des enfants lorsque les entreprises exigent 60 heures de travail par semaine. Pourtant, malgré cette charge de travail, le PIB par habitant des Japonais stagne. La réalité, c'est que les Japonais confondent souvent travailler efficacement avec travailler longuement. Le Japon occupe la 29e place de la productivité horaire des pays de l'OCDE.
Le système japonais est conçu pour valoriser l'effort visible, la fatigue et pas le résultat, le dossier fini. Face au déclin démographique, l'immigration serait une solution évidente, mais le Japon la refuse. Le sakoku, pour pays verrouillé, était la politique d'isolation du Japon pendant 200 ans, de 1633 à 1853. Aujourd'hui, le pays n'est plus légalement fermé, mais à nouveau, la culture raconte une autre histoire. En France, ne pas avoir de passeport, c'est pas très grave, on peut quand même aller en Italie, on peut aller en Suisse, on peut aller en Belgique, on peut aller à tous les pays d'Europe, on peut voyager et on peut voir d'autres cultures. Mais au Japon, si tu n'as pas de passeport, tu ne peux jamais franchir les portes du Japon. Tu ne peux jamais accéder à d'autres cultures. Bien sûr, tu as plusieurs cultures au Japon, mais tu ne pourras pas accéder à d'autres pays sans un passeport quand tu viens du Japon. Et pourtant, je crois que c'est 17% de Japonais qui ont un passeport. Donc c'est ridiculement bas. Et il y a énormément de Japonais qui naissent au Japon et qui n'ont connu que le Japon et qui ne voyageront jamais ailleurs qu'au Japon. C'est vraiment un pays qui est très centré sur lui-même et les Japonais sont très centrés sur eux-mêmes. Donc c'est pour ça que la culture étrangère, c'est très sympa, mais à voir de loin. La fierté nationale blessée et la peur de perdre l'identité culturelle alimentent une méfiance profonde envers l'extérieur. Cette identité culturelle repose sur des piliers perçus comme immuables par les Japonais. Tout d'abord, le gaman, endurer sans se plaindre. Les salaires stagnent, nous serrons les dents, tous ensemble. Mais si tout le monde endure en silence, alors personne ne réclame de changement. Ensuite vient le shikataganai. C'est comme ça, on n'y peut rien. Au quotidien, c'est vraiment ne pas se plaindre et ça vient beaucoup avec une autre phrase que les Japonais disent et dont j'ai horreur, qui est Shoganai. C'est intraduisible à part si je te donne ça en expression en mode « Ah bah c'est la vie ». C'est un fatalisme qui est très présent dans la culture japonaise. Ils acceptent trop tout le temps la situation dans laquelle ils sont. Tout le temps. Ce mantra aide à accepter les aléas incontrôlables de la vie. Mais il peut aussi tout simplement servir d'excuse pour ne pas essayer de changer ce qui pourrait l'être. Le tatemae oblige toujours à garder la face, quitte à endetter le pays, éluder les problèmes et repousser les réformes. Tout cela vaut mieux qu'admettre l'échec. Cela briserait le wa, l'harmonie du groupe. L'immobilisme devient alors une vertu collective. Imagine, je sais pas, ton objectif c'est d'aller d'un point A à un point B. L'entreprise, pendant toute sa vie, elle a fait ça. Voilà, ça relie bien A et B, il n'y a pas de problème. Et toi, t'arrives, tu dis, regardez les gars, j'ai trouvé une solution pour faire tout droit. Moins de temps passé, moins de ressources, plus de rentabilité, plus de productivité, c'est trop bien. On va te dire, bravo d'avoir trouvé cette solution, mais fais comme d'habitude s'il te plaît. Cette philosophie façonne aussi la structure politique du pays. Plus d'un quart de la population a désormais plus de 65 ans. Les personnes âgées votent plus que les jeunes, ce qui signifie que les politiques répondent avant tout à leurs demandes. Les retraites sont protégées et le système de santé est orienté vers les seniors. Le système de retraite japonais fonctionne d'ailleurs par répartition. Ce sont les actifs qui payent pour les retraités. En 1990, il y avait 5,8 travailleurs pour financer un retraité. Aujourd'hui, ce sont 2,1 actifs qui financent un retraité. Au rythme démographique actuel, ils seront 1,2 dès 2050. Alors, pour maintenir les pensions sans faire fuir les électeurs âgés, le gouvernement s'endette. Les retraites et la santé représentent 34% du budget de l'État. Peu de ressources vont vers la jeunesse, c'est la silver démocratie. Les personnes âgées votent pour leurs intérêts, donc les politiques les favorisent, et les jeunes se désengagent de la vie politique. Résultat, les personnes âgées ont encore plus de poids dans les décisions politiques. Plus de 90% de la dette japonaise est détenue par des Japonais eux-mêmes. En clair, le Japon se doit de l'argent à lui-même, ce qui rend la dette moins dangereuse. La France, elle, doit 50% de sa dette à des investisseurs étrangers, dont les Japonais. La Grèce a failli faire faillite en 2012 car ses créanciers étrangers ont paniqué et exigé le remboursement. Au Japon, il n'y a pas de créanciers étrangers, donc les risques de panique sont plus faibles, du moins pour l'instant. Après des années d'absence d'inflation, le Japon atteint enfin sa cible de 2% d'inflation. Mais ce n'est pas grâce à la BOJ. La guerre en Ukraine a fait exploser les coûts énergétiques et la faiblesse du yen a renchéri les importations. En janvier 2023, l'inflation a atteint même 4,4%, du jamais vu depuis des décennies. Les syndicats obtiennent les plus grosses hausses salariales en 30 ans. Le 19 mars 2024, la BOJ met fin au taux négatif, ce qui représente la première hausse en 17 ans. Mais cette note d'espoir est tempérée par des problèmes structurels qui sont profonds. Dans son histoire, le Japon a toujours eu besoin de chocs externes pour se transformer. Les Black Ships en 1853, la défaite de 1945, la culture du consensus et l'obsession de l'harmonie rendent les réformes internes quasi impossibles. En 1989, 8 des 10 plus grandes entreprises mondiales étaient japonaises. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une, Toyota. Mais le choc n'a pas été violent. Il n'y a pas eu de destruction physique, d'occupation étrangère ou encore de remplacement des élites. Le système a pu absorber le coup grâce à l'épargne des ménages, la dette interne et une population qui accepte de souffrir en silence. J'ai l'impression qu'il y avait une génération
de leaders à la fin de la Seconde Guerre mondiale qui voulaient reconstruire le pays, qui voulaient rebâtir les choses, qui voulaient faire, et donc du coup qui ont dû prendre énormément de décisions par eux-mêmes. La génération en dessous était juste habituée à suivre le leader en fait. Et lorsque c'est eux qui se sont retrouvés à la tête de la gestion, parce qu'au Japon c'est que par l'ancienneté que tu montes dans les grosses boîtes, en fait ils se sont dit on fait comme d'habitude. Comme Icare, l'économie du Japon s'est approchée trop près du soleil. Elle s'est brûlé les ailes et ne s'est jamais relevée. Mais contrairement à Icare, elle n'est pas morte en tombant. Elle est entrée dans une stase étrange, ni totalement vivante économiquement, ni effondrée socialement. La licence la plus lucrative du monde qui est Pokémon, mais moi je trouve ça presque honteux qu'il n'y ait pas des Pokémon Center à travers le monde avec des Pokémon Park ou des choses comme ça. C'est fou comment, tu vois, là-dessus, les Américains, ils ont la moindre licence, ils les sortent, tu vois, jusqu'au bout, ils en font la dernière goutte de lait qu'ils peuvent récupérer, ils prennent tout, et le Japon, ils font rien. C'est hallucinant. Les Japonais subissent un appauvrissement lent, assez imperceptible, pour ne pas être ressenti. Le Japon est un laboratoire particulièrement intéressant car il représente un futur potentiel pour beaucoup de pays développés. La France, l'Allemagne, l'Italie, la Corée du Sud et la Chine sont sur des trajectoires démographiques très similaires. Quand la population vieillit, il y a moins d'actifs, ce qui entraîne moins de croissance et plus de dépenses pour la santé et pour les retraites. Afin de maintenir le niveau de vie, les pays s'endettent et investissent moins dans l'avenir, ce qui provoque encore moins de croissance. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, la croissance économique était quasi nulle. Un paysan du Moyen-Âge vivait à peu près comme son arrière-grand-père. L'idée que les économies doivent croître de 2 à 3% chaque année est une innovation plutôt récente. Certains pensent que le Japon fait l'autruche. D'autres que le pays a décidé que ce modèle de croissance infinie était dépassé. Le pays ne se bat plus pour croître, mais pour se maintenir. D'ailleurs, il ne se bat plus tout court, il vit tout simplement. Quoi qu'il en soit, le Japon est un rappel à l'humilité pour tous les investisseurs. Il nous prouve qu'aucune domination économique n'est éternelle et que les armes ne montent jamais jusqu'au ciel. Il y a un autre pays fascinant qui remet en cause ce modèle de croissance infinie. Si vous voulez découvrir ce qu'il se passe lorsqu'un pays devient trop riche, cliquez ici.